Bien, alors, je disais merci d'être là. Donc, bon, je vous ai parlé un peu de mon parcours musicien. Je vais déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous expliquer comment je suis rentré là-dedans, pourquoi et pourquoi j'en suis sorti. Mais, bon, il se trouve dans les milieux artistiques, vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont dans la franc-maçonnerie. Moi, j'avais un ami depuis des années qui ne m'avait jamais dit qu'il l'était et qui, un jour, s'est découvert à moi. On dit ça, hein, c'est se découvrir, c'est révéler comme les francs-maçons. Bon, et un jour, il me dit, écoute, depuis toujours, tu es passionné par le symbolisme, tu es un artiste reconnu, je suis sûr que tu te sentirais bien en loge. Bon. Alors moi, c'était pas du tout mon truc, j'étais effectivement depuis très longtemps passionné par tout ce qui touchait au symbole, mais je n'ai pas spécialement envie d'intégrer ça, et sur le moment, je lui ai dit non. Je vais quand même me poser quelques questions. Je savais déjà un petit peu ce qu'était la franc-maçonnerie, mais évidemment, de l'extérieur et de l'intérieur, c'est pas pareil. Et puis 2 ans après, il se trouve qu'il est revenu à la charge, et puis je pense que ça doit être le fait que des compositeurs comme Haydn, Mozart ou Beethoven ou Liszt étaient francs-maçons, j'ai accepté, et puis j'y suis rentré. J'expliquerai tout à l'heure plus en détail. J'en suis donc sorti, 8 ans après être devenu maître, parce qu'il faut savoir que dans la franc-maçonnerie, avant d'être maître, vous pouvez de toute façon pas savoir du tout où ça va. C'est une structure pyramidale. Les apprentis ou les compagnons ne savent absolument pas ce qui se passe après, et c'est bien ça le danger, c'est ce que je vais expliquer tout à l'heure, c'est que vous avez des codes qui, alors, soit changent selon les grades et les degrés, mais qui peuvent rester les mêmes, mais la signification change. Je vous expliquerai justement tout à l'heure comment, par exemple, les aristocrates se sont fait couper la gorge après 1789 par leurs propres frères, et vous allez voir que tout ça est extrêmement prouvable, et ça n'a pas vraiment changé. Donc, ça, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, il y a 3 mots qu'il faut vraiment que vous compreniez sur le plan maçonnique pour pouvoir suivre après. Ce sont les mots loge, obédience et rite. Alors, une loge, ça représente soit l'endroit où se réunissent un groupe de frères, soit l'intégralité des frères qui se réunissent tous les 15 jours, etc., qui sont en général par groupe de 40 ou 50. Donc on appelle ça une loge. Bon. Les obédiences, vous avez le Grand Orient de France, la Grande Loge de France, la Grande Loge le droit humain, la Grande Loge féminine, la Grande Loge nationale française, ce sont des structures qui regroupent un grand nombre de loges, donc sur le plan administratif. Donc une obédience va regrouper 100, 200 ou 300 loges. Voilà. Et alors un rite, au sens maçonnique du terme, c'est évidemment des écrits qui forment une structure avec des codes particuliers et une idéologie justement dont on va parler. Il y a un grand nombre de rites différents, mais celui sur lequel on va se concentrer, parce que c'est là où est le vrai problème, et vous verrez tout à l'heure, c'est celui qu'on appelle le rite écossais ancien et accepté. Ils ont 33 degrés, et vous verrez que c'est pas un hasard si on s'attarde sur celui-là, parce que c'est là qu'est vraiment le lobby de pouvoir, et beaucoup plus. C'est pas un hasard si tous les hommes politiques, les juges ou les policiers qui sont francs-maçons sont tous dans ce rite-là et pas dans un autre. Voilà. Donc, vous allez apprendre pourquoi tout à l'heure. Donc, bon, comme je vous ai dit, il y a plusieurs types de franc-maçonnerie, mais ce rite écossais ancien et accepté est vraiment ce qui a été le cœur de la déviation de la maçonnerie, puisqu'il faut savoir que ça n'a pas toujours été ce que c'est devenu. On va voir pourquoi, et je vais vous donner des exemples concrets. Il faut savoir que la maçonnerie, avant 1717, avait rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui. Au XIVe siècle, par exemple, vous aviez des francs-maçons qui étaient uniquement des compagnons du Tour de France, des ouvriers, des tailleurs de pierre, des architectes, hein, des vrais architectes, pas grands architectes de l'univers, et qui étaient donc des groupes comme ça, qui étaient extrêmement instruits. Il n'y avait ni lobby, ni quoi que ce soit. Au départ, ça s'appelait la maçonnerie opérative. Voilà. Et on va voir comment des gens se sont infiltrés là-dedans, et petit à petit, ont transformé ça en ce qu'on appelle maintenant la maçonnerie spéculative, où on trouve effectivement plus de banquiers et d'hommes politiques que d'architectes ou d'ouvriers. Moi, j'ai jamais rencontré un ouvrier en loge, ça en dit beaucoup, alors que ça n'a pas toujours été comme ça. Donc la franc-maçonnerie spéculative est née en 1717,
à Londres, c'est la Grande Loge Unie d'Angleterre, dont le but était très clairement d'affaiblir toutes les dynasties catholiques, etc., et de faire de Londres le centre financier vraiment usurier, on peut dire. C'est écrit noir sur blanc, donc le but était très clair. Et entre 1717 en Angleterre, donc à Londres, et les années qui précèdent la Révolution française, tout a été... tout est devenu comme ça, absolument dans le monde entier. On va voir en France en particulier, mais la maçonnerie opérative a disparu au profit de cette maçonnerie-là, qui est à ce moment-là déjà devenue un lobby de pouvoir, et politique également, évidemment, par la force des choses. Donc, je vais vous expliquer pourquoi, en franc-maçonnerie, par exemple, un apprenti ou un compagnon ne peut absolument pas comprendre où va le système et pourquoi un frère d'un certain grade ne sera jamais, à moins d'être vraiment malin et de connaître tous les rites et d'aller s'y reporter, ne saura jamais où ça va. Alors je vais prendre un exemple. À l'époque, juste avant la Révolution française, voilà ce qui s'est passé. Vous avez un code en maçonnerie qui est donné aux frères. Le code ne change pas, par contre la signification change. Alors, vous avez... LDP. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que ça veut dire. Alors, LDP, quand vous êtes apprenti, ça veut dire liberté de passer. C'est-à-dire, en gros, vous arrivez en loge, vous avez un frère couvreur avec l'épée qui veut vérifier que vous êtes bien franc-maçon, vous donnez le code, etc. Et vous avez la liberté de passer. Voilà, ça c'est la définition pour les bas degrés. Un petit peu plus haut, quand vous montez les degrés, le code reste le même, ça devient liberté de penser. Très bien. Et alors, quand vous allez dans les plus hauts grades, ça devient liberté, devoir, pouvoir. Déjà, on se rapproche. Mais vous allez voir que ce n'est pas fini. Parce que les hauts grades maçonniques, c'est de la cabale pure. Moi, justement, je me suis intéressé à ça, sinon jamais j'aurais pu comprendre où ça allait. Donc, avec la cabale, vous renversez les lettres D et P. Ça devient L, P, D, qui veut dire Lilia Pedibus Destrué, en latin, et qui était le code de reconnaissance des hauts grades, qui signifie donc foule aux pieds les lisses, donc c'est-à-dire détruit le catholicisme et détruit la royauté. Foule aux pieds les lisses. Alors évidemment, les aristocrates qui se sont bien fait avoir, qui étaient dans les bas degrés maçonniques, vous comprenez mieux comment c'est arrivé. C'est-à-dire que dans leur propre structure, vous avez des gens qui connaissaient le code ultime. D'ailleurs, ils se sont fait la plupart du temps couper la tête par leurs propres frères. Donc, vous comprenez mieux comment ça fonctionne. Et il y a toujours des choses comme ça. La signification des mots de passe change selon les grades. Voilà. Et vous allez voir qu'on a des symboles, vous savez, le compas, l'équerre, etc. Et à un certain degré, ils sont dans une position. À un autre degré, ils sont dans une autre position. Ça, vous le verrez dans le livre, parce qu'il y a toutes les photos. Par exemple, bon, je dessine très mal, mais je vais quand même vous montrer. Quand on est en loge, voilà. Quand on est en loge dans les premiers grades, vous avez l'étoile flamboyante, bon, qui est, bon, je dessine vrai, voilà, c'est très réussi, voilà, magnifique. Bon, voilà, on va essayer. Bon, c'est raté. Enfin bref, c'est pas exactement ça que je voulais faire. Voilà, vous avez la pointe unique en haut. Voilà, on va quand même faire ça mieux si on peut. C'est pas génial non plus, mais c'est pas grave. Et vous avez la lettre G au milieu. Bon, enfin, vous comprenez, ça représente le corps de l'homme et l'esprit. Bon, là, vous avez la position normale, enfin celle dont on croit qu'elle est essentiellement maçonnique, qui symboliserait plutôt l'esprit qui dirige la matière. Hein. Sauf que, bon, je vais vous épargner un deuxième dessin, vous pouvez très bien l'imaginer par vous-même, sauf qu'à partir d'un certain degré, elle se renverse. Et la pointe unique est en bas. Ce que certains appellent le bouc de Mendès, etc. Donc c'est pas satanique, c'est luciférien. Il y a une différence. Mais bon, on peut dire satanique si on veut, mais c'est surtout luciférien. Ça devient, dans les plus hauts grades, l'esprit au service de la matière. Mais ça, les gens des bas grades ne le savent pas. Et ça n'est que ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on vous dit, ouais, vous vous rappelez de ce qu'on vous a dit, ce qu'on vous a appris? Oui, très bien. Bah, oubliez-le, c'est le contraire. Voilà. Bon. Et ça, c'est juste un exemple parmi d'autres. Également dans la position de l'équerre et
je ne sais pas si vous connaissez la signification, vous avez l'équerre et le compas. Voilà. L'équerre symbolise, maçonniquement parlant, le monde visible, la matière, et le compas signifie l'esprit, l'imagination, etc. Bon, quand il s'agit du grade d'apprenti, le compas est derrière l'équerre. Au grade de compagnon, vous avez une branche au-dessus, une branche en dessous. Au grade de maître, les deux, le compas est sur l'équerre. Par contre, pareil, donc là, ça symboliserait effectivement l'esprit domine la matière. On part d'une pierre brute pour avoir une pierre cubique, etc. Sauf que, pareil, dans les hauts grades, ça se retourne et vous avez l'équerre en haut, le compas en bas. Voilà. Bon, je ne vais pas vous en donner, je pourrais continuer jusqu'à demain, mais je pense que ça suffit, vous avez bien une idée. Et tout le symbolisme est comme ça, si vous voulez. Les outils symboliques sont les mêmes, leur signification change en permanence. Voilà. Donc ça vous donne déjà une bonne idée. Alors, je vais vous parler donc évidemment du rite écossais ancien et accepté, qui est fondé sur un mensonge formidable et sur des faux, un type qui s'appelait Morin. Enfin, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais il faut savoir que dans ces 33 degrés, vous avez des choses proprement ahurissantes et que la plupart des gens ne savent pas. Alors, je vais m'attarder sur un grade qui est le plus dangereux et le plus hallucinant, qui s'appelle chevalier Kadosh. Kadosh qui veut dire saint en hébreu. Le chevalier Kadosh, s'il accepte l'initiation et s'il ne part pas en courant, il doit faire quoi? Il doit prendre un poignard et poignarder symboliquement la religion, le roi, etc. Enfin, c'est un rituel de vengeance talmudique qui n'a rien à voir avec ce que la maçonnerie a été. Et d'ailleurs, quand ces grades ont été créés, pareil, au XVIIIe siècle, il y a eu énormément de maçons. Il y avait aussi des gens honnêtes là-dedans qui ont résisté à ça et qui ont dit mais on ne veut pas de ces rituels-là, d'où ça vient. Bon. Et par exemple, le rite écossais rectifié, qui n'était pas du tout antichrétien, a condamné l'usage de ces grades. Malheureusement, aujourd'hui, c'est le grade le plus important, c'est la structure des hauts grades maçonniques. Et bon, le symbolisme, voilà, bon courage. Et vous allez voir que tout ça se tient. Pourquoi vous avez des grades comme ça? Parce que le but de ce que j'appelle la néo-maçonnerie spéculative, c'est très clairement non seulement détruire l'Église, je crois que c'est à peu près fait, mais aussi ce sont des grades de vengeance. On parle de sang, on parle de meurtre, enfin ce sont des choses qui n'existaient pas du tout dans la maçonnerie opérative. Dans la maçonnerie opérative des Compagnons du Tour de France, vous prêtiez serment de fidélité à votre pays, au roi et à Dieu. Voilà. Là, vous avez, si je vous lis, attendez, je vais le retrouver, si je vous lis le serment, si j'arrive à le trouver, le serment qu'on vous demande, en gros, si vous n'êtes pas fidèle, on vous, je le trouve pas là, mais c'est pas grave, on vous coupe en deux, on vous arrache la langue, on vous brûle les boyaux, tout ce que vous voulez, les intestins, on vous jette dans la mer pour que plus une seule personne ne se souvienne même de l'existence de votre nom. Enfin, vous voyez, c'est sympathique. Bon, et ça, c'est la maçonnerie spéculative, celle qui est née, comme je vous l'ai dit, entre 1717 et qui s'est finalisée juste dans les années précédant la Révolution française, mais ça a été très vite et dans le monde entier. Donc maintenant, tous les gens de pouvoir, à chaque fois que vous entendez parler d'un scandale maçonnique, c'est toujours ce rite-là, hein, c'est pas un hasard. Tous les présidents des États-Unis ont été francs-maçons à ce rite-là, sauf peut-être, je ne sais pas si Bush l'a été, mais lui faisait partie des Schools and Bonds, maintenant il y a d'autres choses, mais disons que les présidents américains étaient tous 33e degré du rite écossais ancien et accepté, et évidemment c'est pas un hasard, parce que c'est par cette voie-là que les choses se font. Bon. Alors je vais vous parler un peu de la Kabbale, parce que bien évidemment, dans les rituels maçonniques, quand vous cherchez un peu à regarder ce qui se passe, vous comprenez que tout est codé, tout est kabbalistique. Alors, ce qui a l'air difficile à croire, mais c'est pourtant vrai, c'est que vous avez des gens qui n'ont pas
le courage même d'aller chercher la signification des codes qu'on leur donne. Vous avez des frères qui vont répéter un code en hébreu, parce que presque tout est en hébreu, sans même aller chercher ce que ça veut dire. Et ça existe, ça a l'air ahurissant. Bon, moi, évidemment, vu ma personnalité, quand on a commencé à me balancer ce genre de code, je me suis vraiment intéressé à la Kabbale pour savoir ce que ça voulait dire. Donc vous avez, donc tout est en hébreu, et je n'ai jamais rencontré un frère qui parlait hébreu. Enfin, il y en a quelques-uns évidemment, mais la plupart du temps, les gens ne font même pas attention et répètent ça. Alors par exemple, je parlais tout à l'heure du 30e degré de Kadosh. Vous devez, en même temps que vous faites ce que j'ai dit tout à l'heure, prononcer Nekam Adonai, qui veut dire vengeance Seigneur en hébreu. Bon, mais vous avez des choses encore bien plus ahurissantes que ça. Je vais vous en trouver quelques-unes. Par exemple, quand vous êtes au 26e degré, bon, d'abord le mot sacré c'est Yehovah Yakin, donc c'est de l'hébreu évidemment. Un seul Dieu, éternel et souverain en toutes choses, etc. Je vous épargne les mots de passe. Et voilà l'extrait du rituel de réception, ce que vous devez répondre pour entrer en loge. Donc on vous demande quelle est cette triple alliance. Alors accrochez-vous pour la réponse, hein, vous allez voir que la franc-maçonnerie c'est vachement laïque. Et, hein, celle que l'Éternel fit avec Abraham par la circoncision, celle qu'il fit avec son peuple, Eliram, dans le désert par l'entremise de Moïse. Alors maintenant, si vous voulez, quand les hypocrites du Grand Orient de France viennent vous dire que c'est universaliste et pas et laïque, si on considère que la laïcité c'est simplement effectivement critiquer le catholicisme et les musulmans, sans doute. Mais enfin, pour ce qui concerne le judaïsme et les protestants, pas du tout. Voilà, parce que tous ces rituels dont je vous parle ont été faits par ont été créés au départ par deux pasteurs protestants et par des juifs qui ont complètement même fait disparaître un grand nombre de codes, un grand nombre d'écrits pour les remplacer par ce que vous voyez là. Et tout le rite écossais ancien et accepté est criblé de ça. Je vous dis, je pourrais continuer pendant des jours. Bon, il y a quand même un autre exemple qui serait intéressant. Il faut savoir que le mot de passe, par exemple, du 21e degré, c'est Phaleg, qui signifie en hébreu division et confusion. Voilà. Enfin, vous voyez déjà, bon, vous connaissez tous sans doute le fameux Ordo Ab Chaos. Bon, enfin, de toute façon, vous avez vu sa réalisation en Syrie ou ailleurs. Enfin voilà. Bon, et vous avez ces mots de passe, confusion, chaos, etc., que vous retrouvez toujours en hébreu. Hein. Voilà. D'ailleurs, le mot sacré du 33e degré, il faut le dire en hébreu, Mi Kamoka Bahelim Adonai. Voilà, qui parmi les dieux est comme toi, Adonai. Moi, j'ai rien contre l'hébreu, hein, c'est très intéressant. Mais il faudra quand même pas se moquer du monde quand on nous dit que c'est universaliste, laïque. Bon, vous voyez un peu le résultat. Bon, il faut savoir aussi que la Kabbale, vous avez dû en entendre parler, mais c'est une mystique juive qui se divise en trois choses tout à fait différentes, la Témoura, le Notarikon et puis la Guématrie. Alors, on va s'attarder sur la Guématrie un petit peu. La Guématrie, c'est vous avez chaque lettre qui possède une valeur numérale. Par exemple, Aleph égale 1, Bet égale 2, Gimel égale 3, Dalet égale 4, etc. Et ça consiste à chercher le nombre d'un mot, par exemple 1 plus 2 plus 5, etc. Ça vous donne évidemment un nombre que vous allez, selon la loi des analogies, comparer à d'autres mots qui ont la même valeur et qui sont donc kabbalistiquement liés. Vous avez aussi donc le système de la Témoura. Vous prenez la première lettre de l'alphabet, vous la transformez en dernière, la deuxième en avant-dernière, etc., etc. Donc la Kabbale, c'est ça, et les codes maçonniques sont remplis de ça. Alors, je vais vous donner un exemple qui est, je pense, intéressant. Par exemple, en hébreu, le mot lumière, infini, mystère ont la même valeur numérale, ce qui est assez logique. Bon. Maintenant, si vous prenez d'autres mots, par exemple comme Messie, le Messie, en hébreu, hein, et le serpent de la Genèse, ils ont la même valeur, 358. Si vous calculez combien il y a de chances pour que deux mots
comme cela ait la même valeur numérale de 358, je ne sais pas sur du combien on est, mais 1 sur 2 milliards. Donc vous avez ça aussi dans les codes maçonniques. Le Messie en hébreu et le Satan, en fait, le serpent de la Genèse, ont la même valeur numérale, ce qui évidemment, kabbalistiquement, veut dire beaucoup. Voilà, c'était juste pour vous donner un exemple. Bon, alors maintenant, je vais vous parler un peu de d'abord de comment le rite ancien et accepté a été conçu, et surtout les liens qu'il a avec des choses que vous soupçonnez même pas. Donc, ça vous le verrez plus en détail dans le livre. Mais il faut savoir que on nous dit que la franc-maçonnerie du rite écossais ancien et accepté à 33 degrés et c'est fini. Mais en fait, au-dessus de ça, vous avez une maçonnerie. Alors, ils n'acceptent pas ça, mais vous avez une maçonnerie qui s'appelle le bénébérite, hein, interdite aux non-juifs. C'est très clair. Interdite aux non-juifs. Seuls les juifs de sang de la mer, etc., peuvent y rentrer. Et il se trouve que, alors, ils répondent non, mais ça n'a pas de lien, etc. Bon, non seulement ça en a un, mais j'ai retrouvé les preuves des chartes signées entre Albert Pike, qui est celui qui est l'auteur d'ailleurs du fameux dogme et moral dogme et rituel de la franc-maçonnerie, qui est le livre, un des livres phares des maçons de haut grade. Eh bien, Pike, avec le bénébérite, ont fait un accord. Je ne retrouve pas la date ici, mais je vous la donnerai tout à l'heure si vous voulez, c'est pas très grave. Un accord de réciprocité qui a été signé en bonne et due forme. Alors, il faut savoir que Pike, le fameux Pike, était aussi un des grands maîtres du Ku Klux Klan. Mais attendez, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Parce que non seulement, alors d'ailleurs le triple K de Kadosh, hein, du 30e degré, fait aussi référence au Ku Klux Klan. Mais vous allez voir beaucoup mieux, c'est que le bénébérite aussi a eu des liens avec le Ku Klux Klan. Je vais essayer. Alors là, il faut quand même que je vous retrouve le passage. Voilà, donc, parlons du bénébérite. Hein. Les bénébérites ne sont qu'un pis-aller. Partout, la maçonnerie peut avouer sans danger qu'elle est juive par nature et par fin, des loges ordinaires suffisent à la tâche. Alors là, il faut que je donne mes sources, évidemment. Cet extrait du Bénébérite Magazine, hein, du volume, je crois, 63, voilà, signé par le frère Magnien, etc., etc. La maçonnerie est une institution juive dont l'histoire, les degrés, les fonctions, les mots de passe et le catéchisme sont juifs du début à la fin, à l'exception d'un grade intermédiaire et de quelques mots dans l'engagement. Ça, ce sont les publications de Jewish Society à Philadelphie, 3 août 1855. Il faut savoir qu'en plus, le président du Bénébérite, dans les années 1860, s'intitulait Grand Nazi. Ça a l'air d'une blague, parce que vous allez me dire, mais comment on peut s'intituler Grand Nazi en 1868 ? Il faut savoir que c'était des titres qui se donnaient eux-mêmes comme princes de l'exil du temps de Babylone, et donc voilà. Alors ça, je pense, c'est quand même intéressant. Donc le grand secrétaire s'appelait Grand Sahar, et le grand président s'appelait Grand Nazi. Bon. Vous avez en 1929, dans le journal du Bénébérite, One Jewish Aristocracy, on découvre donc cet article. Si nous sommes en mesure d'avoir au Bénébérite 36 aristocrates juifs en vie, nous serons en mesure de propager partout notre évangile. L'ordre international Bénébérite a besoin de réunir l'élite des communautés juives pour l'intéresser aux problèmes de notre peuple. Le Bénébérite accepte dans ses rangs tout juif pouvant contribuer à relever le prestige d'Israël. Et ça, c'est bien avant la création de l'État d'Israël. Bon. Je vais finir la démonstration. Je vais quand même pour trouver la date, hein, parce que je parlais d'Albert Pike. L'accord entre le Bénébérite et le rite écossais ancien et accepté a eu lieu le 12 septembre 1874 à Charleston, entre donc Albert Pike, chef suprême du directoire dogmatique du rite écossais ancien et accepté, et Armand Lévy pour le Bénébérite. Voilà. D'ailleurs, Albert Pike a signé de son nom d'initié Limud Einshof. Einshof, c'est la correcte prononciation de sans limite en hébreu. Voilà. Alors, je termine juste avec ça. Accrochez-vous, cet extrait de la revue du Bénébérite
de janvier 1923. C'est le bénémérite qui parle. Le Ku Klux Klan peut devenir un instrument de progrès et de bienfaisance utile à la fois au pays et à ses citoyens. Vous voyez ? Bon. Faut comprendre quand on essaie de dire des choses, quand on dit que les nazis, c'est pas toujours du côté... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Bon, là, quand même, je pense que... Voilà. J'en dirai pas plus, c'est pas la peine. Ça, de toute façon, c'est sourcé, c'est prouvé, on a retrouvé, donc voilà. Et le grand sorcier impérial du Ku Klux Klan n'était pas du tout en reste, puisqu'il a dit « S'il est permis d'appliquer aux Juifs un des titres qualificatifs de l'ordre des chevaliers du Ku Klux Klan, on peut dire qu'il est lui-même Klansman et que c'est lui-même qui a maintenu et montré le clanisme pratique. » Voilà, je pense que c'est pas la peine d'en dire plus. En tout cas, le lien déjà entre le bénémérite et le rite écossais ancien accepté, démontré et prouvé, et le lien entre le bénémérite et le Ku Klux Klan aussi. Voilà, alors, bon, quand même des documents qui restent. Donc déjà, vous voyez un peu où on est. Donc, dans les hauts grades maçonniques, vous avez ce genre de choses, et donc on se rend compte au fur et à mesure des degrés qu'on est vraiment sur quelque chose qui est tout le contraire de ce qu'on nous a dit. C'est pour ça, moi, j'ai aucun problème de conscience à foutre le camp de là, parce que c'est pas moi qui ai trahi quoi que ce soit, c'est eux qui trahissent. Ils vous vendent la franc-maçonnerie comme quelque chose de laïque, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de laïque dans le sens de respect des croyances ou des non-croyances de l'autre, ok ? Mais c'est pas ça. C'est du laïcisme, et c'est du laïcisme uniquement quand il s'agit de critiquer les catholiques et les musulmans. Mais tout ce que vous voyez est en hébreu, et ça, je dis, ça me gêne pas, mais il faudrait quand même expliquer pourquoi. Et quand vous voyez la nature des codes, bon, là, on est dans du Talmud pur, quoi. Voilà. Et ça, c'est quand même un peu emmerdant. Mais ce qui a l'air incroyable, c'est que vous avez aussi des francs-maçons qui sont en loge depuis longtemps, et parce que chacun a son rôle, mais il y a des gens qui restent depuis des années, qui sont même pas conscients de ça, qui n'ont pas forcément eu l'envie d'aller dans d'autres grades ou de chercher tout ça. Et très souvent, ils ne parlent pas l'hébreu, donc on leur donne un code, ils le répètent, ça existe aussi. Bon, évidemment, il y en a qui le savent, ça, il n'y a pas de doute. Mais il y a beaucoup de gens qui se contentent de se laisser... ils veulent pas les regarder au-dessus, évidemment, on leur dit... vous savez, si vous êtes compagnon, par exemple, et que vous êtes un peu curieux et que vous voulez demander à un maître, mais ça, qu'est-ce que c'est ? Il va vous dire, tu la boucles. Non, tu es à ce degré-là, non. Donc c'est pour ça que, à moins d'être vraiment curieux comme moi et d'avoir compris le système kabbalistique et de pouvoir remonter à la source, on ne peut pas comprendre où ça va. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont tout à fait aussi honnêtes en maçonnerie et qui sont, à mon avis, exploités ou en tout cas utilisés sans le savoir. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que ça va là. Voilà. Alors, je répète qu'il y a d'autres rites maçonniques qui ne sont pas corrompus à ce point-là. Mais ça, c'est le rite le plus pratiqué au monde. Et comme je vous ai dit, c'est pas un hasard si tous les politiques, les juges, etc. en font partie. D'ailleurs, j'avais soutenu mon ami Bruno Gollnisch à l'époque, qui avait été le seul homme politique français à avoir le courage d'essayer d'obliger la franc-maçonnerie à publier la liste des juges francs-maçons, parce que je ne sais pas si vous imaginez, quand on sait ce que sont les fraternels, vous savez quand même dans la franc-maçonnerie, si un frère est en difficulté, il fait un certain geste, etc. Et le frère ou la sœur qui est à côté est censé être obligé de le sortir de soucis dans lequel il se trouve. Alors quand il s'agit d'un restaurateur ou je sais pas quoi, c'est pas grave. Mais quand il s'agit de juges ou de policiers, vous pouvez imaginer où ça va. D'autant plus que les fraternels, c'est pire que la maçonnerie. Ce ne sont pas des réunions en loge où vous pouvez avoir un banquier, un restaurateur, je sais pas quoi. Les fraternels, c'est lorsque une même corporation se réunit avant, par exemple, je prends un exemple, vous avez le procès Tapie. Moi, je suis pas un fan de Tapie, mais cela dit, c'était étrange, hein, le procès Tapie Crédit Lyonnais. Là. Bon, voilà, on sait très bien qu'il y a la fraternelle judiciaire, qui en général est connue pour être très à gauche. Bon, ça, ils ont le droit, mais enfin, voilà. Donc, imaginez ce qui peut se passer dans une démocratie quand vous avez des juges et des policiers qui sont dans les systèmes des fraternels. Voilà. Donc, il ne s'agit pas d'interdire franc-maçonnerie, il s'agirait dans un pays démocratique d'exiger que ceux qui ont cette appartenance-là la livrent. Enfin, je veux dire, c'est pas... voilà. Bon. D'ailleurs, il y a des pays qui l'ont fait. Enfin, en France, je crois qu'on aura du mal. On peut espérer, on a fait passer le message... bon, on verra. Mais enfin, ça me surprendrait beaucoup. Alors, par exemple,
pour vous donner une idée, il y a quelques mois, Madame Vallaud-Belkacem a reçu une très haute distinction maçonnique. Ah bah sûrement pour l'ensemble de son œuvre, évidemment. Elle a bousillé une génération, elle en a fait des crétins, elle a supprimé le latin et le grec, elle a amené l'autre abruti là, qui a un bras qui marche pas, je sais plus comment il s'appelle. Voilà, Debouze. À la place du latin et du grec, elle a foutu Debouze. Maintenant, elle fait de la propagande pour la franc-maçonnerie auprès des jeunes. Hein, et donc, pour l'ensemble de son œuvre, évidemment, elle a été récompensée. Mais alors là, c'est pareil. Il ne faut pas croire que ce sont les frères. Moi, j'ai jamais rencontré un frère, à l'époque où j'étais franc-maçon, qui avait une quelconque admiration pour cette nanette. Ça passe au-dessus des frères. C'est le grand maître de la loge, qui, pour des raisons X ou Y, bah là, évidemment politiques, fait ça. Il n'y a pas un vote. C'est ça que je veux dire. Alors, ce que je comprends pas, moi, quand j'ai vu des choses comme ça, j'ai foutu le camp. Et je comprends pas qu'ils y restent, parce qu'ils sont aussi utilisés. Mais il faut pas croire que ce sont les frères qui ont voté, des milliers de frères qui ont voté pour que cette femme soit décorée. Non, simplement le passé grand maître de la Grande Loge de France qui a décidé ça. Voilà. No comment. Donc effectivement, quand on dit que la franc-maçonnerie, bon, est apolitique, ça, de toute façon, ça fait marrer tout le monde, évidemment. Et ça s'arrête pas là. Bon. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? D'ailleurs, c'est quand même intéressant. J'avais soulevé le problème en loge une fois avant de partir. J'avais dit, mais quand même, Mozart était franc-maçon. Bon, il est mort bien jeune, le pauvre. Où étaient les frères de sa loge quand il a été jeté dans une fosse commune C'est des petits trucs comme ça. Hein, voilà. Bon, là, ça n'a pas beaucoup plu, mais c'est pas grave. Évidemment, la réponse, on l'attendra longtemps. Voilà, donc moi je m'adresse autant à des jeunes qui sont rentrés là-dedans et qui parfois peuvent le faire tout à fait de bonne foi en disant essayez de penser à ça, quoi. Parce que l'idée de fraternité, il faut bien comprendre ce que c'est pas vraiment ça. Et de toute façon, la franc-maçonnerie a forcément besoin d'avoir des idiots utiles comme on a pu l'être. Il faut des artistes pour montrer que c'est pas uniquement composé de banquiers, de juges et de politiciens. Mais bon, ça s'arrête là. J'ai jamais vu un artiste ou un ouvrier du bâtiment, même brillant, etc., devenir grand maître d'une obédience. Hein, on est bien d'accord. Donc il est clair que c'est devenu... Et ça, c'est arrivé, je vous ai dit, entre 1717 et avant la Révolution française. Tout était déjà en place. Il y a beaucoup de gens qui pensent que tout ça vient de Jules Ferry. Bon, effectivement, celui-là, c'est quelque chose aussi. Mais il n'a rien inventé. Tout était déjà en place avant. Hein. Les dérives de la maçonnerie, c'est pas le début du XXe siècle. C'est, comme je vous dis, la création de la Grande Loge Unie d'Angleterre. Et tout a été fait en quelques années. Sous la Troisième République, le gouvernement était entièrement maçonnique. C'est absolument hallucinant. Et d'ailleurs, Jules Ferry, qui passe pour un grand homme qui aurait créé l'école le libre, obligatoire, etc. Bon, c'est pas difficile de vérifier que c'est Louis XIV, mais c'est pas grave, Louis XIV et Louis XV. Bon. Et surtout, ce que personne ne sait, c'est que Jules Ferry était terriblement raciste. Il a écrit des choses hallucinantes, mais bon, lui, il peut, quoi. Voilà. Et je vous parlerai tout à l'heure de Monsieur Crémieux aussi, parce que ça, c'est quand même quelque chose, et vous verrez comment toutes les lois de petite minorité, on va dire, sont passés par les loges, via les loges et dans les loges exclusivement. Voilà. Hein. Donc, j'imagine vous connaissez tous le décret Crémieux, qui a donné la nationalité française à tous les juifs d'Algérie à l'époque, etc. Bon, ce que vous savez peut-être pas, c'est que le type s'appelait Isaac Moïse Jacob. Hein, bon, il y a l'intégrale. Voilà. Il a été initié en 1818 à la loge Le Bienfait Anonyme, à Nîmes. Hein. Il était au départ au Grand Orient de France, et puis ensuite, il a quitté le Grand Orient pour aller rejoindre le Suprême Conseil de France du rite écossais ancien et accepté, dont il a pris le contrôle et dont il est devenu le souverain grand commandeur. En 1869, il réunit même à Lausanne une assemblée des Suprêmes Conseils de la maçonnerie pour terminer le boulot, c'est-à-dire pour ajouter encore davantage et essayer d'effacer tout ce qui pouvait encore rester des rituels d'antan. Hein. Et vous verrez que le gars, bah, évidemment, vous le retrouvez absolument partout, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire le gars est d'abord avocat d'affaires au barreau, donc il prend le contrôle de la franc-maçonnerie, il est député de Chinon, ensuite il trahit le roi Louis-Philippe Ier dont il était proche, le lendemain il est nommé ministre de la Justice,
Bon, ensuite, il y a, il fait supprimer le serment de fidélité à la couronne. Il fait virer tous les juges qui ne le suivent pas dans ses desiderata. Il exige la démission de tous les hauts magistrats qui n'acceptent pas voilà, sa manière de faire. Enfin, en gros, tous ceux qui ne sont pas maçons. Sous le Second Empire, on le retrouve aussi, c'est-à-dire on le retrouve absolument partout. Hein, tout change, mais lui est toujours là. Député de la 3e circonscription de Paris. Ensuite, vous avez l'abdiction de Napoléon III. C'est pas grave, il devient à nouveau ministre de la Justice, à nouveau. Ensuite, il y a la Commune. Il se passe quand même des trucs en France. Hein. Il est toujours là, député, etc. Et ensuite, il devient sénateur inamovible jusqu'à sa mort. Voilà. 33e degré du rite écossais ancien y accepté. 33e degré qu'il a reçu d'ailleurs l'année même où il a intégré le rite, ce qui est totalement proscrit par les règlements, mais pas pour Isaac, Moïse, Jacob, hein, évidemment. Donc voilà. Voilà. Donc, alors, en 1869, il prend le titre, il prend la tête de tout l'ordre maçonnique sous le titre de très puissant souverain, grand commandeur, grand maître. Voilà. Bon, je vais pas vous faire. J'aurais pu. Alors, il y a Albert Pike aussi, mais je vous en ai déjà un peu parlé tout à l'heure. Vous allez voir, le mec là, c'est vraiment la totale. Hein. Bon. Donc, quand vous voyez comment le rite ancien écossais, ancien et accepté, a été créé par qui? Alors là, c'est la totale. Vous avez ça commence avec deux pasteurs protestants imbuvables, ultra-calvinistes, des Aguliers et puis Anderson. Donc les constitutions maçonniques ont été faites par ces types-là qui travaillaient évidemment à détruire tout ce qui pouvait rester de l'opératif et à poser les bases de tout ça, qui ensuite est repris par ce Pike dont je vous ai dit qui il était. Donc vous ne savez pas tout, parce que je vous conseille d'aller voir le phénomène. Bon, et puis par-dessus, vous avez les crémieux, etc., qui terminent le boulot. Donc la franc-maçonnerie n'a plus rien à voir avec ce qu'elle a été, ça, je crois que c'est clair. Mais pour l'histoire, quand même, il faut savoir que ça n'a pas toujours été ça, et qu'au départ, c'était effectivement, au XIVe siècle et avant, une société de métiers, de constructeurs de cathédrales, etc. Et vous avez vu comment l'infiltration a été faite, et voilà, maintenant on en est là. Qu'est-ce que je peux vous dire avant qu'on passe? J'ai encore quelque chose à vous dire, et puis ensuite, je pense que ce sera bien que vous posiez des questions, on rebondira comme ça. Par exemple, bon, je vous ai donné l'exemple du Bénébérite, donc qui est très clairement lié au rite écossais ancien et accepté, ce qui explique que même au 33e degré, vous avez des gens qui sont pas de la partie, quoi. Tout ça est choisi après selon les intérêts. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la franc-maçonnerie n'est évidemment ni de gauche ni de droite. La franc-maçonnerie, elle est partout pour être sûre, évidemment, de pouvoir s'adapter. C'est bien pour ça que vous avez des francs-maçons dans tous les partis politiques. Je dis bon courage aux gens qui voteront pour Mélenchon, parce que quand on voit où il est placé dans la hiérarchie maçonnique, il ne faudra pas s'étonner. Voilà. Mais il y a aussi des francs-maçons, il y a Xavier Bertrand, il y a aussi Maître Collard. Alors, j'avais des amis tout à l'heure qui me demandaient comment se fait-il que Collard, qui est on va dire porte-parole de Marine, n'a pas pris sa carte au FN. Et j'expliquais qu'il ne peut pas, parce que vous voyez l'hypocrisie de la maçonnerie. Un maçon qui aurait sa carte au FN serait immédiatement expulsé. Alors, ce qui montre en plus, il dit c'est apolitique, mais c'est apolitique, si vous avez une carte au FN, vous êtes expulsé immédiatement. Donc, il ne prend pas sa carte au FN pour rester dans la maçonnerie, parce que cette charte n'est toujours pas tombée. Donc, où il y a des gens du FN qui ne disent pas qu'ils y sont, mais enfin, s'il avait pris, lui, sa carte, il se serait fait expulsé de la franc-maçonnerie. Voilà, donc vous voyez un petit peu mieux comment ça fonctionne. Voilà, que vous dire d'autre? Si, je voulais quand même dire un mot sur ce qu'on appelle les tenues blanches, parce que moi, ça a été vraiment la goutte d'eau qui fait que je suis parti. Ce qu'on appelle une tenue blanche, c'est quand un conférencier, alors qu'il peut être maçon ou pas, vient parler pour les frères, c'est-à-dire vient faire une conférence pour les frères. Moi, j'ai vu la liste des invités, j'ai assisté à 3 tenues blanches et je suis parti. J'ai vu Caroline Fourest. Si vous voulez, ça aide un peu. Moi, je conseille aux frères qui n'ont pas trop le courage d'en sortir, allez écouter ça, vous allez voir, ça va vous aider, ça va vous libérer un peu.
parce que là, voilà. Bon, vous avez les vies de toutes voilà, les branches, et puis vous avez j'ai Klarsfeld aussi. Alors bon, je peux pas vous répéter, parce que là, tout ce que je dis est absolument prouvé, donc ça, je peux pas vous répéter ce qui s'est dit à l'intérieur, parce que là, j'aurai un procès aux fesses tout de suite. Alors, si vous voulez, vous rentrez, moi, j'étais rentré là-dedans. Alors là, j'ai commencé quand même un peu à en vouloir au mec qui était de mon parrain. Il m'avait dit, non, non, mais tu vas voir, c'est super, parce que moi, quand même, je suis pas rentré comme ça, hein. Je lui ai dit, mais attends, rite écossais ancien accepté, quand même, il y a des trucs. Il m'a dit, non, non, mais tu vas voir, c'est du symbolisme, c'est très libre. Oui, oui, c'est libre au début. Mais voilà, moi, j'ai pas vu justement des architectes, des grands penseurs dans les tenues blanches. J'ai vu, voilà, la fine équipe, quoi, comme d'habitude. Alors, c'est quand même un problème. Voilà. Donc, mais ça, il faut attendre pour le voir, parce que c'est ce que je dis. D'abord, un apprenti peut pas visiter. Il faut qu'il soit maître déjà pour pouvoir assister à ces tenues-là. Et même, ça dépend à quel degré il est. Enfin, tout est fait comme ça. Bon, donc, on verra. Moi, ce qui m'étonne encore, c'est que, en fait, c'est marrant parce que vous avez j'ai encore des gens, bon, évidemment. Alors, la plupart des francs-maçons, là, s'ils pouvaient m'étrangler, ils le feraient. Mais j'ai quand même quelques personnes que je connais, des amis artistes, par exemple, qui sont encore dans ce truc-là et qui me disent, bah, des trucs, ils n'en peuvent plus, mais ils sortent pas. Alors, parfois, c'est par peur, parce qu'ils se disent, bah, bon, pas par peur de se faire tuer, hein, c'est pas ça, mais par peur de se faire, enfin, bon, par peur de se faire boycotter partout. Mais de plus en plus, il y a un malaise. Je ne sais pas comment ça se terminera, mais moi, j'entends de plus en plus de gens qui me disent j'en ai marre d'être là-dedans. Mais je dis bah, écoute, dégage, sors, vas-y. Enfin, je sais pas. Ou alors essayer de faire changer ça de l'intérieur. C'est quand même incompréhensible qu'on la boucle à ce point-là et que des frères qui sont scandalisés de la décoration à Belkacem acceptent la boucle. Enfin bon, ça les regarde, mais c'est une structure tellement lourde. Et puis il faut comprendre qu'il y a aussi bon, il y a des gens qui ont peur d'en sortir, et puis il y a aussi des gens qui préfèrent ne pas trop voir ce qui se passe. Et bon, enfin, disons que l'ambiance est quand même gratinée. Il y avait eu il y a quelques années le grand maître d'une des obédiences les plus pourries, la Grande Loge nationale française. Il s'appelait Stéphanie, le gars. Il avait réussi l'exploit d'envoyer une lettre à Sarkozy. C'était juste avant qu'il se représente et qu'il perde, d'ailleurs. Il avait envoyé une lettre donc à Sarkozy qui disait « Nous sommes tous... » Enfin, il parlait des frères de son obédience. « Nous sommes tous des soldats à vos ordres pour vous faire gagner, etc. » Je peux dire que quand les frères ont appris ça, parce qu'évidemment, Sarkozy s'en est servi, il lui a d'ailleurs répondu très gentiment en mettant les 3 points alors que... Bref. Et le type, évidemment, était empêtré dans des affaires financières, mais impensables. Ça a duré des années. Il se battait même dans les loges. Enfin, bon, vous imaginez un peu voilà. Et aujourd'hui, on a des grands maîtres d'obédience qui n'ont strictement rien à faire des frères. Il faut savoir que quand même... et capitation quand même. Capitation, chaque frère, ça va lui coûter quoi, 400 € par an. Hein, vous voyez, donc maintenant ils font de l'art-tap, si vous voulez. J'ai même vu que parce qu'au départ, la maçonnerie c'était uniquement par parrainage. Quelqu'un qui vous connaissait, qui s'il pensait que vous étiez apte à entrer, vous faisait rentrer. Ensuite, ils ont fait de la propagande pour être plus nombreux évidemment, et le but, ça a été tout de suite de faire en sorte qu'on